Oui, on va aller tout doucement vers le Calaisis, vers le Dunkerquois même, on peut élargir un petit peu. Donc tu as longtemps bossé là-bas, tu as même écrit un livre qui s'appelle L'Abattu aux éditions du Seuil, qui est sorti il y a un an, un peu plus, ouais. Qui est super, que je recommande. Il y a aussi beaucoup de violences policières là-bas. C'est, je pense, un territoire où il y a aussi des spécificités quant à ces violences qui sont là aussi, je pense, systémiques. À toi de nous dire si c'est bien le cas. Est-ce que tu peux nous les décrire ? Alors, pour contextualiser un petit peu dans le temps, depuis 2016, en 2016, il y avait le plus grand campement d'exilés de France et d'Europe, qu'on appelait la Grande Jungle, avec plus de 10 000 personnes au plus fort. Et en 2016, donc, c'était le gouvernement de François Hollande, un gouvernement socialiste, avec, je pense, un des ministres les plus de gauche de ces 200 dernières années, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui a décidé de procéder à l'expulsion de la Grande Jungle de Calais en 2016. Du jour au lendemain, la volonté politique sur le Calaisis a été une volonté de faire de cet endroit un endroit où les personnes ne pourront se fixer, ne pourront reconstruire des cabanes comme elles l'avaient construites à ce moment-là, avec une sorte de village un peu pérenne où, malgré les difficultés, on pouvait tenter de survivre dans des conditions passables. Donc cette volonté, elle s'appelait la stratégie du 0 point de fixation. Le but, c'est de laisser aucun campement se reformer, aucune personne y entrer et épuiser les personnes exilées qui sont en attente d'une traversée de la Manche pour les empêcher de s'installer. Donc cette violence-là, aujourd'hui, et désormais, depuis 2017, elle est quotidienne. Ce sont des expulsions qui ont lieu toutes les 48 heures pour Calais, et à peu près toutes les semaines pour le Dunkerquois. Donc toutes les 48 heures, au petit matin, on fait face à une cinquantaine de CRS, donc un escadron de gendarmerie ou une compagnie de CRS, qui débarquent sur les campements, de plus en plus souvent casqués, gantés, avec les boucliers, etc., les LBD en tour de cou, etc., pour dire aux personnes, vous quittez ce terrain. Ces expulsions, elles n'ont pas un but particulier, si ce n'est épuiser les personnes et les décourager de rester sur le territoire. Donc vraiment, pour redonner des chiffres, et ce sera les chiffres de Human Rights Observers, HRO, qui font un travail assez exceptionnel à cette frontière-là. Pour l'année 2021, il y a eu 1226 expulsions rien qu'à Calais, qui ont été accompagnées du coup par la confiscation de 5000 tentes et bâches et 3000 sacs de couchage, je crois, environ. Oui, alors justement, il y a cette question de la destruction, de la confiscation des biens et des effets personnels, c'est-à-dire que on va leur prendre la tente dans laquelle il y a aussi peut-être le sac à dos, les vêtements, des papiers, des documents d'identité, des documents administratifs, mais aussi la destruction des biens. Et là, on en arrive à ta photo qui a beaucoup circulé. Voilà, ah bah la voici, parfait. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène et comment tu as immortalisé ce moment ? Alors on est entre Noël et Nouvel An 2020, je crois que c'est le 21 ou... non, 28 décembre, pardon, 29 décembre 2020. On est dans le bois du Puitouk, qui est à côté de Dunkerque, où il y a environ 200 personnes, en majorité d'origine kurde, irakienne, iranienne et syrienne, qui se voient réveillés au petit matin. Cette image-là, donc il y a un périmètre, je vais essayer de résumer assez ça rapidement, il y a un périmètre qui est mis en place par les policiers et les gendarmes ce jour-là, qui est un périmètre de sécurité, mais qui est davantage fait pour empêcher aux associatifs et aux journalistes d'approcher des lieux, plutôt que de les protéger réellement. Donc il est impossible, en tant que journaliste, de couvrir ces expulsions-là, de parler aux personnes, de savoir comment cette expulsion s'est passée, juste de pouvoir témoigner un peu de ce qui s'y passe. Donc il y a un jeu un peu du chat et de la souris qui s'entame avec les CRS, et étant un peu plus sec qu'eux et moins équipés, je peux courir un peu dans les bois plus rapidement. Ils ont un peu galéré ensuite à me poursuivre de la boue plein les chaussures. Donc cette photo-là, on est en agent de nettoyage. Donc, on a pu lire ensuite que c'était des policiers qui lacéraient les tentes. Pour Calais, je n'en ai jamais été témoin. Enfin, pour Calais, Grande-Sainte, je n'en ai jamais été témoin. C'est des allégations qui sont très clairement plausibles au vu de ce qui se pratique. Mais on est encore sur un truc un peu pire, parce que ces agents de nettoyage sont en majorité des intérimaires, des boîtes de nettoyage mandatées par la préfecture, qui sont chargés de lacérer les tentes pour les rendre inutilisables au petit matin et de les baigner dans des bennes qui sont ensuite vouées à la destruction.
Dans les semaines qui ont suivi la publication de cette photo par le Canard enchaîné et Libération notamment, on a entendu le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, monter au créneau, c'était dans C'est ce soir, je crois, et dire mais vous imaginez comment peut-on dire que l'État encourage à la lacération des temples, etc. Gérald, pareil, il a foncé, il s'est dit vas-y, je ne peux pas le laisser tout seul dans cette galère, donc je vais dire non, mais jamais on a fait ça, et je vais faire mieux. Gérald a annoncé le licenciement de l'intérimaire qui était tout seul à lacérer des temples, apparemment. 2 semaines après, on a les mêmes images, j'étais en mouvement pour Associative Presse à ce moment-là, on a les mêmes images sur un autre campement, 2 temples lacérés, etc. Donc voilà, ces destructions sont systématiques, la confiscation des affaires est systématique, en majorité dans une tente, il y a quoi? Il y a de l'argent liquide qui peut aider à payer la traversée, des demandes d'asile, des documents administratifs, des papiers d'identité qui permettent de prouver de sa nationalité lors de démarches. On est dans la destruction et la négation en fait, de ce qui fait un être humain. Quand on n'a déjà pas grand-chose, on tient comme à la prunelle de ses yeux à ce qui nous reste. Et ces destructions-là, beaucoup de personnes n'ont jamais retrouvé ni leur papier d'identité, ni leur téléphone, ni leur batterie portable, des fois des photos des proches qu'ils ont dû quitter, qu'ils ont perdu en route. Des photos des proches, et rien que le truc de téléphone immobile. Aujourd'hui, le téléphone portable est un des outils indispensables pour tenir au courant sa famille, tenir au courant ses proches, rappeler la préfecture quand on a des demandes parfois en cours. Et voir ces confiscations-là, c'est assez horrible, et voir que les personnes ne les récupèrent pas le lendemain. On est dans un truc vraiment systématique où toutes les 48 heures, c'est ce ratissage qui a lieu sur les camps. Alors tout à l'heure, dans la vidéo qui a été diffusée en introduction, il y a l'un des exilés qui disait j'ai traversé beaucoup de pays, c'est la première fois que je vis ça, que la police me traite comme ça. Qu'est-ce qu'ils te disent, toi, les exilés que tu as rencontrés sur le terrain à cette frontière, sur la police? Quel est le regard finalement qu'ils portent sur la police là-bas? Est-ce que tu sens qu'ils en souffrent? Est-ce qu'ils t'ont dit la même chose que cet exilé? Alors, il y a un travail qui est réalisé à Calais par l'Interasso qui est vraiment très très carré, je trouve. Il y a quelques années, donc quand j'y étais en 2021, il y a eu toute une série de discussions avec les personnes exilées sur les campements autour des violences policières qu'ils subissaient au quotidien, qui ont donné lieu à une lettre ouverte après la mort d'un jeune homme de 17 ans. Une lettre ouverte qui dénonçait en fait les violences policières, mais dans des mots traduits forcément très simples, limite enfantins, mais qui décrivaient genre, est-ce qu'on est à vos yeux des animaux? Pourquoi vous nous réveillez le matin? Pourquoi vous nous traquez dans les bois au petit matin, quand on se lave les dents, quand on se lave, quand on est dans la ville? Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait? On n'est ni des criminels, ni des voleurs, ni rien. Et ça a des conséquences quand même aussi très vives sur aussi leur santé mentale, qui conduisent aussi à des drames, parce que à Calais, la frontière, on en meurt quand on tente de la traverser, mais on en meurt parfois par des suicides, comme il y en a ces dernières années, de personnes qui subissent au quotidien une humiliation constante en fait, de la part des policiers, des forces de l'ordre et de l'État finalement. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on interroge les autorités, en l'occurrence souvent les préfectures, qui représentent l'État sur les territoires, elles répondent que le nécessaire est fait, qu'il y a des mises à l'abri, qu'il y a des solutions d'hébergement d'urgence, qu'il y a des orientations en CAES, donc Centre d'accueil et d'examen des situations, et que tout ça est organisé de manière régulière, justement, pour éviter que les personnes restent en situation de rue, de vulnérabilité, etc. Pourtant, il y a toujours autant de personnes, en fait. La situation ne change pas. Comment tu interprètes, toi, ce discours politique ? Alors, le discours politique, il fait vachement dans l'euphémisme sur cette question de l'exil, et je vais reprendre un duo, un mantra politique de ces 20 dernières années, qui est sur la question de l'exil, des frontières, de l'immigration. Nous agissons avec humanité et fermeté. Yes, I. Humanité et fermeté. Il y a un rapport parlementaire de 2020 qui est assez, qui nous apprend pas mal de choses, notamment les moyens déployés par l'État à la frontière franco-britannique. Pour la mobilisation des forces de l'ordre, la construction de barrières, l'achat de matériel technique, militaro-policier de surveillance, c'est 86 435 000 euros. Pour la sécurisation des infrastructures,
11 900 000. Pour la permanence d'accès aux soins et l'aide humanitaire, donc hébergement, accès à l'eau et au sanitaire, 28 millions. Donc en fait, on a un peu plus de 100 millions qui sont à la fermeté et à peine 20 millions pour l'humanité. Donc on est un peu dans une balance qui... je ne suis pas professionnel des mathématiques, mais je crois que c'est un petit peu pas fou. Sur les mises à l'abri, pareil, la préfecture, la sous-préfecture, enfin les sous-préfectures du Pas-de-Calais et du Nord, Darmanin lui-même, disent très souvent on procède à des mises à l'abri. Toutes les 48 heures, quand on est sur les campements en tant que journaliste ou en tant que bénévole ou en tant qu'organisé et qu'on constate ce qui se passe, c'est pas des mises à l'abri. C'est on vous dégage du campement et au moment où les policiers rebroussent chemin et rentrent dans leur véhicule, les personnes retournent sur le campement. Donc il n'y a aucune efficience aussi dans tout ça. Et les autorités le savent très bien. Et les autorités le savent très bien, et je pense qu'elles jouent le jeu aussi, qui est un jeu d'intimidation et de découragement et d'épuisement physique et psychique. Et je vais revenir sur un dernier terme qui nous a, avec beaucoup de bénévoles aussi à Calais et de Calaisiens et de Calaisiennes, choqués. Il y a 2 ans, Marlène Schiappa est venue inaugurer le... Alors, attendez, je vais vous ressortir le terme du truc parce que c'est incroyable. C'était... Incroyable, c'est la littérature. Elle est venue inaugurer le nouveau processus de valorisation et de récupération des biens abandonnés sur les camps de migrants faisant l'objet d'un démantèlement. Donc, valorisation et récupération. Le jour de l'inauguration, c'était une dinguerie. Ils avaient posé les chaussures de par deux, les ceintures, ils les avaient roulées ensemble sur des petites tables d'école. Donc comme ça, tu vois, on vous rend quand même ce qu'on vous pique au petit matin. On est plutôt fair-play. Et en fait, au-delà de la vanne, tout ce discours euphémisant, il est fait pour masquer la violence aussi des choix politiques qui sont faits depuis des années à cette frontière comme aux autres frontières. Et quand on est à Paris ou, je sais pas, à Craponne-sur-Arzon et qu'on ouvre son journal et qu'on dit mais trop bien, un processus de valorisation et récupération des biens abandonnés sur les camps de migrants faisant l'objet d'un démantèlement. On se dit que l'État est clean et rend leurs affaires aux personnes expulsées toutes les 48 heures. Dans les faits, c'est pas le cas et ça masque, je pense, une réalité qu'il faut continuer à montrer. Merci beaucoup, Louis.